Personne ne l'avait remarqué. Juste une ombre mince dans la nuit, un garçon trop jeune pour la guerre, les mains gelées collées aux poignets d'une arme qu'il n'avait manipulée qu'une semaine. À 03h20 du matin, le silence autour de Bastogne était si profond qu'on aurait cru entendre la neige tomber. C'est à ce moment précis, quand tout semblait immobile, presque mort, que James Mitchell prit la décision la plus absurde de sa vie et la plus salvatrice. Il n'était pas officier, il n'était pas héros, il n'était qu'un gamin de 19 ans, placé derrière une quadruple mitrailleuse Browning M2 de 50 cal, chargée pour abattre des avions, pas des hommes. Mais un bruit dans la forêt, un froissement à peine perceptible, fit basculer l'histoire. Un bruit que seuls les chasseurs reconnaissent. Un bruit qui dit danger. Il n'aurait pas dû toucher à la détente. Il l'a fait quand même. Et en 15 secondes, il a arrêté une attaque que personne n'avait vue venir. Une attaque destinée à balayer 2 régiments américains pendant leur sommeil. Alors comment un tireur inexpérimenté a-t-il sauvé 2000 vies en violant toutes les règles de l'armée américaine? Reste avec moi. Tu vas comprendre comment une erreur, une simple erreur, peut changer le cours d'une guerre. Bastogne dormait. Ou plutôt, Bastogne s'éteignait lentement, engourdi par le froid, vidé par des semaines de combat et l'encerclement allemand. Les hommes tenaient par habitude, plus que par force. Certains gardaient les yeux ouverts simplement parce qu'ils avaient trop peur de les fermer. Mitchell, lui, tremblait. Pas vraiment de peur, du froid surtout. Le genre de froid qui traverse la laine, la peau, les os. Celui qui transforme un garçon en statue de glace si personne ne vient le relever. Devant lui, la M51 Quad prend 50. 4 canons tournés vers le ciel, comme des doigts métalliques, priant qu'aucun avion n'apparaisse. On lui avait répété 10 fois « Tu observes le ciel, tu tires seulement sur ordre, jamais au sol, jamais !» Mais à 03h12, il entendit autre chose. Pas un moteur, pas un avion. Non, un froissement. Léger, intermittent. Comme un chasseur qui se glisse dans les roseaux au petit matin. Il retint son souffle. Il connaissait ce son. Il l'avait entendu 1000 fois sur les marais du Nebraska, lorsqu'un canard brise le vent trop doucement pour que les autres l'entendent. Ce n'était pas le ciel. C'était le sol. Il pensa réveiller le sergent Barnes. Il faillit le faire. Sa main toucha même la bâche du bivouac. Mais il resta figé. Et si je me trompais? On fusille pas les recrues pour une erreur, mais on ne les oublie jamais non plus. On leur colle une étiquette, une tâche. Il inspira, hésita. Puis, il revint à l'arme. 03h18. Les silhouettes commencèrent à sortir de la ligne d'arbres. Au début, juste 2, puis 5, puis 10. Puis une masse noire qui avançait courbée, disciplinée, silencieuse, trop silencieuse pour être américaine. Ses yeux se dilatèrent. Son cœur frappa sa poitrine comme un marteau. Ce n'était pas un retour de patrouille, ce n'était pas un convoi, ce n'était pas une illusion. C'était une approche d'assaut. Et ils étaient beaucoup. Ils avançaient par vagues, à 300 mètres, dispersés, armes tenues bas, exactement comme le font les infiltrateurs SS juste avant de se dresser et tailler dans la chair endormie. Mitchell n'avait plus de temps. Pas une minute, pas 20 secondes. Il posa ses mains sur les manettes de rotation. Il inclina la quad. Point 50, geste formellement interdit. La hausse descendit lentement vers la neige. Ses doigts tremblaient. Il hésita encore une fois. Une dernière, puis il murmura. Peut-être à Dieu, peut-être à lui-même. S'il se trompe, je suis condamné. Mais s'il ne se trompe pas, on est tous morts. Et à 03h20, exactement,
Il appuya sur la pédale de tir. La nuit explosa. Aucune cloche d'alerte. Aucun coup de semonce. Rien qu'un rugissement d'acier. 4 canons vomissant du feu. 2000 projectiles par minute, lacérant la neige noire devant Bastogne. Les balles traçantes fendaient l'obscurité comme des rails de lumière rouge. Elles frappèrent le sol, rebondissaient, tranchaient l'air. Puis, elles trouvèrent. Elles trouvèrent tout. Les silhouettes s'écartèrent, trop tard. La première vague s'effondra comme fauchée par un vent invisible. La seconde tenta de courir. Elle n'alla nulle part. Mitchell, les yeux écarquillés, vit des formes se déchirer, s'éparpiller, tomber les unes sur les autres. La neige devint boue rouge, sous la rafale continue de la quadruple M2. Il n'était plus un soldat, il était une tempête. 15 secondes. C'est tout ce qu'il fallut. Quand il relâcha la détente, un silence monstrueux retomba. Un silence coupé seulement par le cliquetis chaud des canons rouges de chaleur. Mitchell respirait par à-coups, comme si chaque inspiration pouvait être sa dernière. Puis, une voix surgit derrière lui, rauque, furieuse, incrédule. « Mitchell, tu as perdu la tête !» Sergent Barnes venait de jaillir du poste, ceinturon ouvert, encore à moitié endormi. Il s'attendait à voir un ciel plein de Messerschmitt. Mais il vit le sol. Il vit ce que Mitchell avait vu trop tard, ce que personne d'autre n'avait détecté. Devant eux, sur 200 mètres, le champ neigeux était jonché de corps. Des dizaines. Peut-être plus. Pas un avion dans le ciel. Pas un bombardement. Pas d'alerte. Juste un gamin qui avait désobéi et détruit une attaque entière. Barnes resta immobile, bouche entr'ouverte, jumelles tremblantes. Puis il souffla d'une voix qu'il ne reconnaissait pas lui-même. « Mon Dieu, tu viens d'arrêter un assaut SS, tout seul !» Mitchell voulut parler. Il ne trouva pas de mots. Il avait l'impression d'avoir rêvé ou commis un crime. Peut-être les deux. Et pourtant, quelque part dans le bois, un officier allemand hurlait déjà l'ordre de retraite. L'enfer venait de tourner face. Les fusées éclairantes montèrent quelques minutes plus tard. Elles explosèrent dans le ciel avec un éclat blanc aveuglant, révélant ce que la nuit essayait de cacher. Ce n'était pas une patrouille, ni un groupe perdu, ni une escarmouche locale. C'était une attaque. Les lanternes descendaient lentement, et à mesure que la lumière se déployait, tous les hommes cessèrent de respirer. Sur la neige, des uniformes SS, des casques noirs, des Panzerschreck, des brassards. Et ils n'étaient pas venus seuls. Derrière la lisière de la forêt, on distinguait encore le reste de la force d'assaut. Masses sombres alignées, moteurs étouffés, la vague principale prête à frapper Bastogne dans les minutes suivantes. Mitchell n'avait pas tiré sur une escouade. Il avait tiré sur le fer de lance d'une infiltration de nuit. S'ils avaient atteint les lignes américaines, le 501st Parachute Infantry Regiment et une partie du 327th auraient été pris à revers, endormis, dispersés, sans alerte. On ne parle pas d'un poste perdu. On parle de 2000 hommes promis au massacre. Et c'est là que Barnes comprit. S'ils avaient traversé, Bastogne tombait avant l'aube. Le commandement arriva en courant. Des officiers, des cartes, des radios qui grésillaient. Ils cherchaient l'unité qui avait détecté l'ennemi. Walsh, Torres, Barnes. Non, la vérité faisait peur à prononcer. Un gamin. À son premier tour de garde, sur une arme qu'il ne devait même pas pointer vers la terre. Mitchell restait assis, figé, incapable de comprendre s'il avait accompli un miracle ou commis une faute énorme dont quelqu'un finirait par le punir. Il releva juste la tête, les yeux rougis, et murmura. « Je n'étais pas sûr. J'ai juste senti que ça venait. »
Et dans le silence glacé du bois, même les vétérans les plus endurcis sentirent un frisson leur traverser l'échine, parce que ce qu'il avait senti, personne d'autre ne l'avait perçu. Pas les postes d'écoute, pas la ligne d'observation, pas les officiers, seulement lui, l'enfant chasseur du Nebraska. Pas parce qu'il savait, parce qu'il avait entendu ce que les autres n'entendent pas. Au petit matin, quand le soleil se leva enfin sur Bastogne, Mitchell fut escorté non pas vers une infirmerie, ni vers un poste de repos, mais devant un colonel. Pas pour être félicité. Pas encore. D'abord, pour répondre. Le commandant Hayes parcourut le rapport, lentement, bouche serrée. Puis releva les yeux, face à ce garçon, à peine sorti de l'adolescence. Soldat, vous avez violé l'ensemble du manuel AA. Vous avez engagé un objectif au sol. Sans ordre, sans confirmation, sans autorisation. Vous vous rendez compte? Mitchell avala difficilement. Il s'attendait à la punition, peut-être même à la cour martiale. Il répondit simplement, les mains tremblantes. Oui, monsieur. Et si je n'avais pas tiré, on aurait tous été morts. Le silence dura 10 secondes. Il en fallut 3 de plus pour que la glace dans les yeux du colonel se brise. Hayes referma son dossier doucement et dit la phrase qui entrerait plus tard dans l'histoire officieuse de Bastogne. Vous avez enfreint toutes les règles. Et c'est exactement ça qui nous a sauvés. Il se leva, se pencha, et posa une main sur l'épaule de Mitchell. Officiellement, ce que vous avez fait n'a jamais eu lieu. Officiellement, des guetteurs ont repéré l'ennemi. Officiellement, la quad 50 n'a jamais tiré au sol. Puis il ajouta, presque en un murmure, « Mais officieusement, fils, tu viens de sauver 2 bataillons. Aucune médaille. Pas ce jour-là. Aucun communiqué. Rien sur les journaux militaires. Seulement un secret, connu d'un cercle réduit, qui se propagea comme une rumeur dans les tranchées, de bouche en bouche, de feu de camp en feu de camp. Un gamin a arrêté l'assaut SS. Seul. Par erreur. Dans les jours suivants, on interrogea des prisonniers allemands. L'un d'eux, officier SS, capturé quelques semaines plus tard, déclara une chose que personne n'attendait. Nous avions étudié vos défenses. Nous connaissions vos sentinelles. Nous savions où frapper. Mais personne ne pouvait prévoir qu'un AA regarderait le sol. On lui demanda comment qualifier l'action de Mitchell. Il répondit « Une folie qui n'apparaît qu'une fois par guerre ». Et tous comprirent. Ce n'était pas une stratégie, pas un génie tactique. C'était une intuition humaine, brute, animale, inexplicable. Et pourtant, c'est elle qui avait sauvé Bastogne.